Masechet Souka, Daf Lamed Vav, on va commencer par Lamed He Amoud Bet, les 4 dernières lignes de la page. Nitela Pitmato, Tana Rabbi Yitzhak Ben Elazar, Nitela Buchnato. Alors la Mishnah nous a dit que si la pitma a été arrachée, le etrog n'est pas kasher. Rabbi Yitzhak dans la Baraïta nous dit que Nitela Buchnato. Au lieu de pitmato dans la Mishnah, il dit buchnato dans la Baraïta. Et qu'est-ce que c'est qu'une buchna? Buchna, c'est un pilon avec lequel on pile dans le mortier des épices. Quel rapport avec la pointe du etrog? Eh bien, c'est que la pointe du etrog, la pitma, elle ressemble à un pilon. Et en effet, lorsque la pointe se trouve à l'intérieur du etrog, si on l'arrache, alors on voit un trou dans le etrog, au sommet du etrog. Étant donné que on a comparé la pointe du etrog à un pilon dans le mortier, alors si on a arraché la pitma et que ça fait un trou, pas kasher. Ça c'est le pshat que donne Rabbeinu Yaakov, le maître de Rashi, que Rashi a cité, et d'ailleurs il donne raison à ce pirouche-là, que pitma c'est la pointe au sommet du etrog. Mais Rashi a tout de même cité un autre rav qui s'appelait Rabbeinu Yitzhak Halevi et qui a dit que pitma, ce n'est pas la pointe au sommet du etrog, la shoshanta, avec le dad. Il y a dad, shoshanta. Et c'est ce que nous appelons pitma. Mais ce Rabbeinu Yitzhak Halevi a dit que non. Il a dit que pitma, en fait, c'est dans la queue du etrog. Seulement dans la queue du etrog, il y a deux parties. Il y a la partie qui est enfoncée dans le trou à l'arrière du etrog, et il y a la tige qui est la queue du etrog qui est reliée à l'arbre. Quand on coupe, il y a la longue queue et il y a ensuite la partie qui est mamache introduite dans le etrog. Alors, on nous dit comme ça. Si tu as coupé la queue, la tige elle-même, il n'y a aucun problème. Mais si tu as arraché carrément toute cette partie qui se trouve en dessous du etrog, eh bien maintenant ça fait une crevasse, il y a un creux, eh bien ce creux-là, c'est un hissaron, ce n'est pas kasher. Et c'est comme ça que Rabbeinu Yitzhak Halevi a compris la notion de pitma, qui est traduite par buchna. Buchna, c'est comme un pilon. Eh bien la tige, avec la partie qui est introduite à l'arrière du etrog, ça ressemble à un pilon qu'on utilise, qui est fin, et au bout de ce pilon, il y a une partie qui est plus épaisse. Et bien pour ça que la pitma s'appelle buchna, parce que ça ressemble à la queue, qui a une partie qui est plus large et qui est à l'intérieur du etrog. Alors si tu coupes que la queue, il n'y a pas de problème, mais si tu arraches tout, dans ce cas-là, puisqu'il y a un petit trou qui va se former à l'arrière du etrog, pas kasher d'après Rabbeinu Yitzhak Halevi. Mais comme je l'ai dit, que Rashi donne raison à son maître Rabbeinu Yaakov, qui a dit que pitma, c'est pas sous le etrog, au contraire, c'est sur le etrog, la pitma qui est au sommet. Ensuite, on a vu niklaf, si le etrog a été épluché. Épluché, dans la Mishnah, il est écrit pas kasher. Et pourtant, Rava va dire quelque chose d'incroyable. Amarava, hay etroga de aglid ke ahina sumaka keshera. Un etrog qui a été épluché et ensuite il a rougi comme une date. Vous savez, les dattes, vous les épluchez, vous enlevez la fine pellicule tout autour de la date. Vous avez déjà vu les madjouls? Quand vous prenez les dattes comme ça, vous retirez toute la peau, c'est juste une fine pellicule. Eh bien, la même chose. Ici, il a retiré toute la fine pellicule autour du etrog et maintenant, ça a rougi. Ça a pris une couleur bronzée. Kshera. La Gemara pose la question, il dit comment ça peut être kasher? Niklaf pasoul. Pourtant, on a appris dans la Mishnah que si le etrog était niklaf, il a été épluché, il n'est pas kasher. La kashia. Habechula, habemiktsata. Ça dépend si on a épluché le etrog entièrement ou bien est-ce qu'on l'a épluché que partiellement. Alors il y a une mahloket entre Rashi et Rabbeinu Hananel. D'après Rashi, si on l'a épluché entièrement, c'est kasher. Pourquoi? Car la couleur, elle est homogène. Mais si c'est
juste une partie du hétrog qui a été épluchée. Et après, ça a pris une couleur différente. Donc ça fait hétérogène. Ce n'est pas beau, puisque c'est comme un menoumar, comme tigré tacheté. Ce n'est pas beau, pas kasher. Rabbeinu Hananel dit juste le contraire. Il dit, si tu as épluché qu'une partie, c'est kasher. Si tu l'as épluché entièrement le hétrog, pas kasher. Et sur quoi il s'appuie Rabbeinu Hananel pour dire ça? Il dit parce que nous allons voir plus tard dans la Gemara que la Gemara va comparer le hétrog au dinim de tréphot de la Behema. Une bête qui est atteinte dans l'un de ses organes vitaux, elle s'appelle terefa. Elle ne pourra pas vivre longtemps et elle est interdite à la consommation. Par exemple, s'il y a un trou dans le poumon, eh bien, elle n'est pas cachère, elle est tréfa. Figurez-vous, nous dit la Gemara plus tard, que si on prend plutôt la Gemara dans Masechet Hulin, dans Daf Nun He, il est écrit que Hageluda terefa, Vim nishtayirba kesela keshera, dehadra baria. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dans Hulin nous dit que si on prend une bête et on lui arrache la peau, on la pelait entièrement, on l'a dépouillée de sa peau de son vivant, la pauvre bête, il y a toute une bête vivante mais sans la peau. Eh bien, étant donné qu'elle ne pourra pas vivre longtemps, elle est tréfa, elle n'est pas cachère. Même si on lui a fait la shrita, elle est interdite. Mais si il reste un petit bout de peau, même qui est issar, comme la surface d'une pièce de monnaie qui s'appelle issar, alors elle est kshera. Donc, dit Rabbeinu Hananel, tu vois que quand il reste un peu de peau dans la bête, tu dis qu'elle va récupérer, il y aura une régénérescence de la peau et elle sera cachère. Elle va pouvoir survivre. Tandis que si tu l'as dépouillée totalement de sa peau, eh bien, elle est tréfa parce qu'elle ne pourra pas survivre. Donc, si on compare le hétrog à la bête, tréfa ou pas, eh bien, il faut appliquer la même règle. Si tu l'épluches, le hétrog entièrement, pas cachère. Si tu laisses un petit bout de peau, eh bien, c'est cachère. Voilà comment Rashi et Rabbeinu Hananel sont en mahloket par rapport à ce que la Gemara a dit Habechula, Habemiktsata. Ça dépend s'il a épluché entièrement le hétrog ou bien juste partiellement. D'après Rashi, partiellement pas cachère, entièrement cachère. Rabbeinu Hananel, c'est le contraire. Nisdak, Nikav, Vehaser, Kolsheu Pasoul. On a vu dans la Mishnah que si le hétrog a été fendu, ou bien s'il a été troué et il manque une partie du hétrog, alors il n'est pas soul. Tane'ula barchinena nikav nekev mefulash bemashehu veshe'eno mefulash bekeisar. Il existe deux sortes de trous. On a dit que si il y a eu un nekev, quand est-ce que le nekev est problématique? C'est seulement imhasser kol shehu. Par exemple, j'ai pris un couteau, j'ai coupé un petit bout du hétrog. Alors maintenant, il est hasser, il n'est pas entier, il n'est pas soul. Mais quel est le din si j'ai pris le couteau et j'ai poignardé le hétrog? J'ai juste enfoncé le couteau dedans. Kacher ou pas kacher? Alors ça dépend. Nikav, nekev, mefulash, bemashehu. Beshe'eno mefulash, bekeisar. C'est-à-dire, imaginons, je n'ai pas de pomme ici, mais si j'avais une pomme, j'aurais pris un petit bout. On voit que c'est hasser. Mais si je prends mon couteau et j'enfonce dans la pomme, il ne manque rien, bien qu'il y ait un trou. Alors on te dit, un trou, s'il ne manque rien, il n'y a pas de problème. Sauf si, au lieu de prendre un couteau, j'ai pris plutôt quelque chose de large et j'ai enfoncé dedans. J'ai enfoncé. Alors si c'est tellement large, par exemple, j'ai pris une pièce, excellent. Exactement. Ou bien par exemple, je prends une pièce de monnaie, voilà. Je prends une pièce de monnaie qui est Issar. Issar, c'est une pièce de monnaie. Issar à Italki. Je prends le Issar et j'enfonce dans le hétrog. J'enfonce, je comprime. Cachère ou pas cachère? Pas cachère.
Pourquoi? Bien qu'il ne manque rien, bien qu'il n'y a pas de hasser, c'est juste un trou, mais ce n'est pas hasser. Quand est-ce qu'on dit que c'est kasher? Si c'est moins que keissar. Mais si le trou il est tellement large qu'il est keissar, pas kasher. Ça c'est un premier hidouche. Deuxième hidouche, même si le trou il est très fin, avec une aiguille, j'ai pris une aiguille, j'ai fait entrer l'aiguille. Kasher ou pas kasher? Ça dépend. Si j'ai été jusqu'à ce qu'on appelle mefoulash, vous savez qu'est-ce que c'est que mefoulash? Mefoulash, ça veut dire qu'il est ouvert de part en part. Je prends par exemple un clou et je fais rentrer dans tout le hétrog. D'accord? J'ai pris le clou et j'ai fait rentrer dans tout le hétrog. Regardez maintenant ce qui se passe. Maintenant, vous voyez, le clou il est là. Le clou il est là. Je retire le clou. Maintenant, j'ai un trou qui transperce de part en part. C'est pas kasher. Ça s'appelle mefoulash. Mefoulash, c'est-à-dire qu'il est ouvert de part en part, pas kasher. Maintenant, encore plus grand hidouche. J'ai même pas besoin qu'il soit mefoulash de part en part. Regardez ici. Pas besoin qu'il sorte des deux côtés. Ça suffit même s'il est arrivé à ce qu'on appelle hadré hazera. C'est quoi hadré hazera? Dans les cavités des grains du hétrog. Le hétrog, il a ses graines au milieu, à l'intérieur de petites cellules, de petites cavités. Comment? Chambre de reproduction. Hadré hazera, les chambres de reproduction. Eh bien, quand il prend le clou et il fait rentrer à l'intérieur, si c'est arrivé jusqu'aux chambres de reproduction, eh bien, en effet, pas kasher. Pourquoi? Parce que ça s'appelle mefoulash, un trou qui est de part en part. Alors, même si il n'est pas hasser, mais il y a un trou, mefoulash. Alors, Rabotai, je vous pose la question. Un hétrog qui est troué, kasher ou pas kasher? Répondez-moi. Bravo. Troué, ça dépend. Il y a 4 sortes de trous. Il y a 4 sortes de trous. Il y a d'abord le petit trou, il est hasser. S'il est hasser, pas kasher. C'est écrit clairement dans la Mishnah. Nikav ve hasser kol shehu, pas kasher. Maintenant, nikav, j'ai pris une pièce, j'ai enfoncé la pièce dans le hétrog. J'ai enfoncé. Et maintenant, j'ai un trou. Un trou qui fait keissar. Kasher ou pas kasher? Pas kasher. Maintenant, j'ai pris une aiguille. Je l'ai enfoncé jusqu'où? Jusqu'aux chambres de reproduction. Jusqu'au milieu. Il est mefoulash jusqu'au milieu. Est-ce kasher? Non kasher. Mais par contre, maintenant, si j'ai pris juste une aiguille ou un clou et je fais rentrer, mais c'est pas arrivé jusqu'aux chambres de reproduction, alors dans ce cas-là, c'est juste un trou, mais qui n'est pas keissar et il n'est pas hasser, et il n'est pas jusqu'aux chambres de reproduction, kasher. Comment on peut savoir? Eh bien, si par exemple, je fais rentrer à peine, un tout petit peu, je sais que je suis encore dans l'épaisseur de la peau blanche et je ne suis pas encore arrivé au milieu, je ne suis pas au centre, je ne suis pas au milieu, il n'y a pas de problème. Maintenant, la Gemara demande Bae Rava, Noldu Baetrog Simane Terefa. Rava pose la question. Si maintenant, on a dans le hétrog des simanim de Trefa, Maou, comme j'ai dit tout à l'heure, une bête qui a été atteinte dans l'un de ses organes vitaux n'est pas viable. Elle ne pourra pas vivre longtemps. Elle va mourir. C'est Trefa. Et la Torah nous dit, Basar Basade Terefa Lotochelula, Kelef Tochlechunoto. Une bête qui est Terefa est interdite à la consommation. Maintenant, la Gemara va faire un comparatif entre hétrog et une bête Terefa. Et c'est ça la question que pose Rava. Quel est le din si dans le hétrog il y a des simanim de Terefa? La Gemara dit Maïka Mebayale. Quel est le sens de sa question? De quel simanim il parle? Iniklav tanina, inisdak tanina, inikav tanina. Avant d'arriver à l'explication de la Gemara, je voudrais d'abord juste
expliquer quel rapport entre le hétrog et une bête qui est terefa. Comment est-ce qu'on fait un rapport entre les deux? Vous vous rappelez ce que je vous avais dit une fois au nom du Ravad? Pourquoi Lulav Vayavesh Pasoul? Pourquoi Lulav Vayavesh Pasoul? Il avait cité le Pasouk Lo Hammetim Yehalleluya. On fait, dans le Hallel, on prend les Arba Minim et on fait le Hallel avec Hodul Hashem Kitov, avec les Arba Minim. Mais il faut que ce soit des Arba Minim qui soient frais, qui soient vivants et pas des secs qui sont morts. Alors on retrouve la notion de mort par rapport au hétrog, comme la notion de mort par rapport à la bête, puisque Terefa, pourquoi elle est Terefa, elle est interdite? Parce qu'elle est une morte vivante, bien qu'elle est encore en train de marcher, mais ça, elle ne va pas vivre longtemps, elle va mourir, puisqu'elle a été atteinte dans l'un de ses organes vitaux. Par exemple, elle a un trou dans le poumon, elle ne va pas vivre longtemps. Alors, Lo Hametim Yehalleluya. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, si dans le hétrog, il y a un siman de Terefa, est-ce que le hétrog est cachère ou pas? La Gemara dit, mais de quel siman Terefa il parle? Maïka mibayale, iniklaf tanina. Si il s'agit d'un hétrog qui a été épluché, et donc ça ressemble à une bête qui a été épluchée, et on a déjà dit qu'une bête qui a été dépouillée de sa peau, puisque si elle est entièrement pelée, elle va mourir, eh bien elle est tréfa. Mais s'il reste un petit bout de peau, elle n'est pas tréfa. Ça, on l'a déjà dit. Ve'i nisdak tanina. Vous savez c'est quoi nisdak au niveau de la behema? Eh bien, on parle de la garguérette. C'est quoi la garguérette? C'est la trachée. Il y a la trachée et l'œsophage. Cané ou véchette. Dans le véchet, même si elle a un petit trou, elle est tréfa. Mais dans le canet, même si elle a un trou dans le canet, elle n'est pas tréfa. À quel écart que si la garguérette a été fendue en longueur de haut en bas, vous imaginez, Rabotaï, la bête, on lui a fait rentrer à l'intérieur de la gorge, dans la trachée, on lui a fait rentrer un couteau, un cutter, et on lui a coupé la garguérette de l'intérieur. À l'extérieur, on voit tout va bien, mais à l'intérieur, on lui a coupé la garguérette. Cachère ou pas cachère? Comme ça, toute la longueur de la garguérette. Ça s'appelle nisdak, fendu. Eh bien, on dit comme ça. Ça dépend. Parfois, c'est cachère, parfois, elle n'est pas cachère. Si ça a été coupé entièrement de haut en bas, elle est tréfa. Mais si il reste une tabarat en haut ou une tabarat en bas, dans ce cas-là, elle est cachère. Même s'il reste rien qu'une tabarat dans la garguérette, ça suffit. Vous savez, c'est quoi tabarat? C'est-à-dire, il y a des anneaux. La trachée, si vous regardez le tuyau, la trachée d'une bête, c'est comme des anneaux avec du cartilage entre les anneaux. Eh bien, si il reste une tabarat en haut ou en bas, shlema, kshera. Alors, le hétrog, nisdak, le hétrog il est nisdak. S'il est fendu entièrement, pas kasher. Ça aussi, on l'a déjà vu dans la Mishnah. Alors pourquoi Rava se pose une question? Ah, peut-être nikav. Inikav, tanina. On a déjà dit que si par exemple, nikav kruma moah, on sait qu'une bête, si elle a eu un trou dans la membrane de la cervelle, eh bien, elle n'est pas cachère. Eh bien, pareil pour le hétrog. On a déjà vu les dinim de nikav, que s'il est nekev mefoulash, ce n'est pas cachère. Si c'est nekev haser kol shehu, il manque quelque chose, pas cachère, vechoulé. Alors, c'est quoi sa question? Ki kamibayale kedeoula marab yochanan. Rea shenishpecha kekiton keshera. Ve'amarava ve'udekaima simponaha. Alokaime simponaha terefa. Hacha mai. Dilma hatam hudelo shalit ba'avira. Hadar baria. אבל אחא דשליט באווירה סרוחי מסרחת או דילמה לא שנם. Qu'est-ce que ça veut dire?
La question que se posait Rava en se disant quel est le din d'un etrog qui a un siman terefa, kasher ou pas kasher, de quel siman terefa il parle? Voici. Il y a une halakha concernant le poumon de la bête. Si le poumon de la bête s'est liquéfié, il n'a pas été troué, il a été nécrosé et liquéfié. Ça veut dire, vous savez comment c'est un poumon? C'est comme un sachet. Comment ça quitte? Et à l'intérieur, il y a de la chair spongeuse à l'intérieur de ce sachet. Et à l'intérieur, nous avons des bronches. Les bronches de l'appareil respiratoire, eh bien, se ramifient à l'intérieur du poumon. Alors, on a la trachée avec les bronches qui s'introduisent dans le poumon. Le poumon, il est enveloppé d'une membrane transparente comme un sachet en plastique. Et vous voyez maintenant le poumon, après la shhita, vous voyez maintenant que tout l'intérieur, à l'intérieur de ce sachet, c'est liquide. Au lieu d'avoir du solide, on a un poumon liquide. Kasher ou pas kasher? Qu'est-ce que vous en dites? On a un poumon liquide. Kasher ou pas kasher? Ça dépend. Dans un cas kasher et dans un cas c'est terefa. Dans quel cas c'est terefa? C'est terefa si tout a fondu, même les bronches, qu'on appelle en hébreu simponot. En araméen, simponaha. Alors là, dans ce cas-là, il est terefa. Mais si les simponotes, ils sont intacts, les bronches sont parfaites. Il n'y a que la partie chair, la partie charnelle, l'éponge qui s'est liquéfiée. Il n'y a que ça qui s'est liquéfié. Et c'est resté à l'intérieur du sachet, kasher. Alors maintenant, il se pose la même question. Un etrog qui a été fondu, mais il est comme dans un sachet. Ça veut dire qu'on a liquéfié la chair épaisse, la chair blanche, on l'a appuyé, on a appuyé, on a appuyé, on a appuyé, et on l'a comme liquéfié. On l'a rendu tellement mou, comme liquide. Et le etrog, il ne s'est pas déversé à l'extérieur, il n'est pas coupé, kasher ou pas kasher. Alors il te dit comme ça. Si les hadré hazera, les cavités, les chambres de reproduction, les cellules à l'intérieur sont restées intactes, eh bien c'est comme les bronches. Les bronches, elles sont restées intactes, tu as dit que c'est kasher, bien que tout le poumon s'est liquéfié. Alors là aussi, je peux dire que tous les etrogs, même s'il était liquéfié, mais puisque les cellules internes des chambres de reproduction sont intactes, kasher. Ou bien on va dire non, aucun rapport. Au niveau de la BMA, pourquoi c'est kasher? Parce que ça va guérir. Pourquoi ça va guérir? Parce que la cage thoracique, il y a les côtes qui protègent. Il y a la colonne vertébrale qui protège. Donc le poumon, il est à l'intérieur, il est enfermé, il n'est pas en contact avec le monde extérieur. Il va finir par guérir, puisque les bronches sont intactes. Hadar baria. Mais le etrog, puisque lui, il n'est pas protégé, il est en contact avec l'air à l'extérieur. Si on l'a tellement écrasé jusqu'à le liquéfier, qu'on a fait de la purée, il va finir par mourir, même si pour l'instant les cellules internes, les chambres de reproduction sont intactes, il va finir par mourir. Lo hametim yehalleluya. On ne peut pas l'utiliser pour la mitzvah du lulav. Alors c'est ça le safek. Rava, il se posait la question, est-ce que Noldu simane terefa ba etrog, kasher ou pasoul? Est-ce que c'est comparable à un poumon qui s'est liquéfié et qui a les simponotes qui sont parfaites, ou bien est-ce que ce n'est pas comparable? C'est ça son safek. Ta'ashema, puisque Rava s'est posé la question, la Gemara va tenter de répondre.
à sa question par la braïta suivante. Ta shema. Viens, écoute la braïta. Etrog tafouah. Un etrog qui est enflé, c'est-à-dire il a plein de cloques. Osarouah, ou bien il est pourri. Kavouche, ou bien il est macéré. On l'a laissé mariner, macérer dans du sel ou dans du vinaigre. Ochalouk, ou bien on l'a bouilli longtemps dans de l'eau bouillante. Au couchi, il est noir. Au lavan, où il est blanc, blanc, blanc. Ou menoumar, ou bien il est tacheté. Dans tous ces cas, pasoul. Etrog kekadour, pasoul. Le etrog, s'il est rond comme un ballon, pas cachère. Veyeshomrim, af ateyom. Deux etrogim jumeaux. Comment on dit des jumeaux en hébreu? Théomim. C'est quoi théom? Un etrog qui est thiom, un etrog jumeau. Ça veut dire tu vois deux etrogim collés, des jumeaux siamois. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le din? Pasoul. Veyeshomrim afatiyom pasoul. D'après Tanakama, le tiyom il est kacher. D'après Yeshomrim, le jumeau pas kacher. Etrog à bosser. Quel est le din d'un petit etrog minuscule, aussi petit qu'une fève blanche? Qui est katanchik. Il est lavan, c'est-à-dire il est plutôt, pas lavan, il est très petit. Rabbi Akiva posel, va hachamim marchirim. Rabbi Akiva dit pas kacher, hachamim disent kacher. Guidelo badefus, ouais mais là on est dans Rabbi Akiva. Egoz et Betsa, c'est Rabbi Meir, Rabbi Uda. Nous on parle de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva posel, va hachamim marchirim. Par rapport au petit etrog qui est immature. C'est quoi bosser? Immature. Guidelo batfus. Il a formaté le etrog. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu que le etrog, il a commencé à pousser, un petit bourgeon de etrog. Il a pris un moule, il a mis à l'intérieur de l'arbre, comme ça sur l'arbre, et il a attaché. Et quand le etrog a grandi, il a pris la forme du moule. D'accord? Imaginons par exemple, il donne une forme de petit poussin. Comme ça, tu as etrog, c'est joli, hein? Eh bien, pas cachère. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la forme classique du etrog. Les meshouné. Asao biria aheret. Pasoul. Allez les amis, répétons tout ce qu'il y a dans la braïta. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me traduire etrog tafouah? C'est quoi tafouah? Enflé, cloqué. Sarouah, pourri. Kavouche? Non, kavouche. On l'a mis en conserve, comme dans une saumure, dans du vinaigre ou autre. Il est macéré. Chalouk, bouilli. Kouchi, noir. Lavan, blanc. Menoumar, tacheté. Kekadour, rond. Tiyom, deux etrogim jumeaux. Bosser, immature, petit, qui n'est pas encore mûr. Defous, guidlo betfous, il a fait grandir dans un moule. Ok, voilà. Fin de citation de Baraïta. Et les amis, dans quoi il y a une mahloquette? Dans tout, on est d'accord. Il n'y a que deux cas de figure où il y a mahloquette. Qui est-ce qui se rappelle? Qui est-ce qui se rappelle dans quel cas il y a une mahloquette? Il y en a un qui dit pasoul, il y en a un qui dit kacher. Hein? Quels sont les deux cas de mahloquette? C'est teyom et bosser. S'ils sont jumeaux, d'après Tanakama, c'est kacher, et d'après Yeshomrim, pasoul. Et bosser, d'après Rabbi Akiva, pasoul, d'après Chachamim, kacher. La Gemara maintenant, regardez comment est-ce qu'elle va faire la déduction. Quel rapport? Ma Kesher. Pourquoi on a cité cette baraïta? Il ne faut pas perdre de vue l'objectif.
On a cité toute cette baraïta pour arriver à une déduction. Pourquoi faire une déduction? Pour répondre à la question de Rava. C'était quoi la question de Rava? Quel est le din d'un étrog qui est liquéfié, qui est sarouah? On l'a écrasé comme une purée, mais il est encore entier. Ça veut dire la peau externe, elle est encore là, mais à l'intérieur, il est liquéfié. Alors regardez. Katane miya tafouah au sarouah. Maïlav tafouah mi bahutz ve sarouah mi bifnim. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, tafouah, ça veut dire quoi? Qu'il y a eu un problème à l'extérieur. Il y a eu une pourriture, ça a enflé, ça a pourri, ça a cloqué à l'extérieur. Ça s'appelle tafouah. Tafouah, pourri de l'extérieur, a priori. Et sarouah, pourri de l'intérieur. Quelle différence? C'est que quand c'est pourri de l'extérieur, donc c'est toute la partie externe qui a été affectée. Et quand c'est pourri de l'intérieur, ça veut dire que la peau externe, elle est parfaite. C'est à l'intérieur que ça a pourri. C'est exactement comme le poumon, qui a comment on appelle ça, la pellicule externe qui est parfaite. La membrane, elle est bonne. Il y a juste à l'intérieur que ça a été liquéfié. Oh! Et quel est le din? Pasoul ou kasher? Qu'est-ce qu'on a dit? Pasoul. Alors, si on a dit pasoul, ça veut dire que ça ne ressemble pas au poumon. De cette braïta, nous voyons qu'en effet, le hétrog n'est pas comme la tréfa. Pour la tréfa, on a dit kasher, tant qu'il reste les chambres de reproduction, c'est-à-dire les bronches, excusez-moi. Tant qu'il reste les bronches. Mais ici, même s'il reste les chambres de reproduction, hadré azera, tout de même, pasoul. Non! La Gemara dit, c'est aucune preuve. Idi ve idi mi bachutz. Je peux dire que tafouah et sarouah, c'est mi bachutz. Le mot tafouah et le mot sarouah, ce sont des problèmes du hétrog qui sont visibles de l'extérieur. Car je peux dire que si c'était à l'intérieur que ça a été liquéfié, c'est kasher. Vela kashia. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de tafouah et de sarouah? Ha de tafah afal gav de lo sarah, veha de sarah afal gav de lo tafah. C'est-à-dire, tafah et sarah, c'est à l'extérieur. Seulement tafah, ça a gonflé, ça a enflé, il y a eu des cloques. Ça veut dire que c'est un problème du hétrog, mais qui est de la nature à enfler. Tandis que sarouah, c'est aussi de l'extérieur, mais ça n'a pas cloqué. Ça a juste pourri le hétrog. Mais tout cela, c'est visible de l'extérieur. Ce sont deux problèmes externes. Tafouah et sarouah, ça veut dire un hétrog abîmé. Et abîmé de manière visible, de l'extérieur. Tafouah, ça a cloqué, ça a enflé. Sarouah, ça a pourri. Mais à kol bahutz. Mais quel est le din? Si le hétrog, il est parfait et juste à l'intérieur, c'est devenu de la purée, tant que les chambres de reproduction sont intactes, je peux te dire que c'est kasher. Donc le safek de Rava est resté entièrement et on n'a pas de solution. On n'a pas résolu le problème de Rava. Amarmor, hétrog akushi pasoul. On a appris dans la Mishnah et la Braïta qu'un hétrog qui est kushi, ça veut dire quoi a priori? Éthiopien. Ça veut dire qu'il vient d'Éthiopie. Il n'est pas kasher. La Gemara dit Ve'atanya akushi kasher, domene kushi pasoul. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, on a appris dans une braïta qui dit que un hétrog qui est kushi, ça veut dire qu'il vient d'Éthiopie, même s'il est noir, eh bien il est kasher. Pourquoi? Parce qu'en Éthiopie, tous les hétrogim, ils sont noirs. Alors c'est la nature, donc tout va bien. Par contre, s'il est domene kushi pasoul, si c'est un hétrog qui a poussé ici, et que tous les hétrogim sont normaux, il y a un hétrog sur l'arbre qui a poussé noir. Celui-là, il est anormal. Celui-là, il n'est pas kasher. Répétons. S'il vient d'Éthiopie, bien qu'il soit noir, kasher.
S'il a poussé ici et il est noir, pas cachère. Pourquoi? Car en Éthiopie, c'est naturel. Ici, c'est anormal. Alors, tu vois que Etrog a couché. Cachère? Pourquoi dans la Mishnah et al Braïta on a dit pas cachère? Amar Abaye, kitnan namimatnitin, domele kushitnan. Abaye dit, détrompe-toi. Tu as cru que, quand la Mishnah dit Etrog a couché, pasoul, tu as cru qu'on parlait d'un Etrog qui provenait, un Etrog noir qui provenait d'Éthiopie. Non! C'est un Etrog noir qui a poussé ici, qui ressemble au couchi. Et voilà pourquoi il n'est pas cachère, parce que ici ce n'est pas normal. Mais s'il provenait d'Éthiopie, eh ben, il est tout à fait cachère, parce que là-bas, c'est tout à fait normal. Rava Amar, la kashia, halan ve'aleu. Rava dit, non, c'est pas une question, Béhémet, on parle d'un couchi. On parle Béhémet d'un Etrog qui vient d'Éthiopie. Et il est noir. Seulement, il est cachère pour certains, et il n'est pas cachère pour d'autres. Comment ça? Eh bien, si on est en Israël, on ne connaît pas d'Etrogim noirs. Il n'y a pas de ça. Alors, s'il y a quelqu'un qui a un Etrog noir, pas cachère. Si tu habites en Babylonie, en Irak, qui est proche de l'Éthiopie, et là-bas, tu as des Etrogim qui viennent fréquemment de couches, et on est habitué à voir des Etrogim noirs. Puisqu'on est habitué, alors ce n'est pas choquant, c'est cachère. C'est que... Oh, bravo, c'est exactement ce que je voulais dire. Comme vous voyez ici, les Etrogim israéliens qui n'ont pas de pitom. Quand vous êtes en France, vous êtes choqué. Quand vous êtes là, tout va bien. Le Rashash, Rabbi Shmuel Shtershon, pose une question. Il dit, comment Rashi a pu dire que l'Éthiopie est plus proche d'Eretz Israël que de Babylonie? Est plus proche de Babylonie que d'Eretz Israël, mais c'est le contraire. Regardez Rashi. Rashi dit, Léon matnitin kushi nami pasil, vela kashia. מתניתין בני ארץ ישראל שרחוקים מארץ כוש ואינם רגילים בהם. La Mishnah qui a dit que Kushi pas cachère parce qu'on parle d'Eretz Israël qui est loin de l'Éthiopie. Baraïta l'ibne Babel. Mais la Braïta elle parle de la Babylonie, chez Krovim les couches qui sont proches de l'Éthiopie. Urgilin Bahem ils sont habitués de voir des Etrogim noirs. Alors, la question que pose le Racha, j'ai dit, mais géographiquement parlant, c'est le contraire. L'Éthiopie est plus proche d'Eretz Israël que ce qu'elle est proche de la Babylonie. Alors, la Gemara, alors le Rashash, ou plutôt les Mefarshim expliquent, pour répondre à la question du Rashash, c'est que quand on dit proche ou loin, c'est pas géographiquement, c'est au niveau de la pratique. C'est que les voyages se faisaient fréquemment entre la Babylonie et l'Éthiopie. Mais tandis que, étant donné qu'il y avait des voyages souvent, c'est la raison pour laquelle on avait des Etrogim qui arrivaient de l'Éthiopie en Babylonie. Tandis que ces Etrogim n'arrivaient pas en Israël. On continue. Etrog à Bosser. Le Etrog immature. Rabbi Akiva Posel Vachachamim Arshirim. Rabbi Akiva dit qu'un Etrog qui est petit, qui n'est pas mûr, pasoul, Chachamim disent kasher. Amaraba. Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Amrou Davar Ehad. Rabba va dire, j'ai retrouvé dans le Chasse une Mishnah où on retrouve que Rabbi Shimon donne une halakha à propos du Etrog, et cette halakha, elle correspond bidiouk à la chita de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Akiva? Que Etrog qui est bosser, c'est quoi bosser? Immature, petit, n'est pas kasher. Hachamim disent kasher. Eh bien, pourquoi pas kasher d'après Rabbi Akiva? Pourquoi pas kasher? Parce que ce n'est pas le péri. Le fruit dont la Torah te demande, c'est un fruit qui est parfait. Or, s'il est bosser, il est immature, ce n'est pas un fruit.
Eh bien, si ce n'est pas un fruit, encore, quelqu'un qui mangerait des etrogim qui sont encore bosser, est-ce qu'ils doivent prélever le maaser? Si je dis que c'est considéré comme déjà un fruit, alors il faut prélever le maaser. Mais si je dis que ce n'est pas un fruit, encore terminé, alors il n'y a pas de maaser à donner. Et en effet, qu'est-ce que dit Rabbi Shimon? Lisons. Rabbi Akiva de Amran. Rabbi Akiva, c'est ce qu'on vient de voir. Il a dit qu'un fruit immature n'est pas caché pour l'arba minime. Rabbi Shimon Maïhi. Où est-ce qu'on retrouve Rabbi Shimon? Dit Nan. Rabbi Shimon Poter et à etrogim bekotnan. Dans Masechet Maasrot, c'est une Mishnah qui s'appelle Masechet Maasrot. Là-bas, Rabbi Shimon nous dit que les etrogim, quand ils sont petits, ils sont bosser, alors il n'y a pas de maaser à prélever. Pourquoi on n'a pas besoin de prélever? On n'est pas tour de maaser, parce que ce n'est pas encore un fruit achevé, parfait. Ce n'est pas encore un périgamour. Alors tu vois que Rabbi Akiva et son élève Rabbi Shimon Bar Yochai, les deux ils pensent la même chose, qu'un etrog bosser n'est pas un péri. Rabbi Akiva il a parlé de la mitzvah de Arba Minim à Sukkot, et Rabbi Shimon il a parlé du maaser toute l'année. Mais l'idée c'est la même. Ils sont d'accord sur le principe que un etrog bosser, etrog katan, zélo péri. La Gemara dit cette comparaison n'est pas raison. Elle n'est pas obligatoire. À Marlé Abaye, Abaye va dire à Rabbin, Dilma Lohi, peut-être que non, il n'y a aucun rapport entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon. Ad kan lo kama Rabbi Akiva hacha de ba'inan hadar veleka. Aval hatam ki Rabbanan sviraleh. Je peux dire que d'après Rabbi Akiva qui a dit que ici c'est pas soul en tant que etrog, que arba minim pour Sukkot, il dirait kasher pour le maaser. Il dirait que c'est considéré un fruit parfait pour le maaser. C'est-à-dire, pourquoi il a dit pas kasher pour les arba minim? C'est parce qu'il n'est pas beau. Un petit fruit pas mûr, c'est moche. Comme la Torah dit, Peri'etz Hadar, il faut qu'il soit Hadar Meoudar, qu'il soit beau, splendide. Qu'est-ce que tu m'apportes là? Un petit fruit comme ça, minuscule, pas beau. Il n'est pas mûr. Alors, c'est pour cela qu'il a dit pas kasher. Mais au niveau du maaser, peut-être qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Peut-être qu'au contraire, Rabbi Akiva dirait comme Hachamim, qu'au niveau du maaser, il s'appelle fruit. Il s'appelle fruit. C'est vrai qu'il n'est pas beau, mais c'est un fruit. Alors il faut prélever le maaser. Ça n'a pas de rapport. Et même l'inverse. Rabbi Shimon qui a dit qu'il n'est pas tour de maaser, il pourrait dire qu'il est quitte pour le lulav, pour arba minim. Inami, Hadkan Lokama Rabbi Shimon Atam, et la dirtive Aser te Aser et kol tevuat zar'echa, kederech shebnei adam motzim lizri'a, avalacha ki Rabbanan seviraleh. Rabbi Shimon, pourquoi est-ce qu'il dit qu'un etrog petit, ça veut dire un bosser immature, il n'est pas tour de maaser? Tu veux que je te dise pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah. Aser te aser et kol tevuat zar'echa, hayotse asade shana shana. C'est-à-dire, tu dois prélever le maaser des fruits de ton zera. Pourquoi la Torah l'appelait zar'acha? Tu aurais pu dire tevuatecha. C'est quoi zar'acha? Kederech shebene adam motzi'im lizri'a. C'est-à-dire, quand tu veux de la reproduction, alors il faut reproduire à partir d'une graine, à partir d'un fruit qui est mûr. Mais si tu prends des fruits immatures, ils ne sont pas capables de reproduire. Alors maintenant, il y a Choliot, que Rabbi Shimon te dise que Behemet, au niveau du Arba'a Minim, même un etrog qui est bosser et kasher, comme les Hachamim qui s'opposaient à Rabbi Akiva, qui avait dit qu'un etrog même bosser, même immature, kasher pour les Arba'a Minim, pour le lulav. Alors pourquoi pour le maaser il a dit patour? Il dit que tout simplement c'est parce qu'il n'est pas zar'echa. Il ne peut pas reproduire. Tu ne peux pas faire de la reproduction avec un fruit immature. Et la Torah dit que pour être hayab de maaser, il faut que le fruit ait atteint la maturité
au point de te permettre de le planter pour reproduire. Il faut qu'il soit apte à la reproduction. Et puisque celui-là, il est bosser, petit etrog, il n'est pas apte à la reproduction. Voilà pourquoi il est patour de maaser. Donc la Gemara dit, aucun rapport. Rabbi Akiva et Rabbi Shimon, l'un n'est pas obligé d'être d'accord avec l'autre. Chacun a parlé d'un domaine différent. Donc Rabba, il a voulu dire, tu vois, ils ont dit la même chose a priori. Un a dit que patour de maaser, ça veut dire que le bosser n'est pas un fruit. L'autre a dit, tu ne peux pas t'acquitter pour les arba'a minim, ça veut dire que le etrog bosser n'est pas un fruit. Et Abaye dit, ma pitom. Il y a Choliot, que Rabbi Akiva qui a dit que pour le loulav il n'est pas cachère, il dirait que hayav de maaser. Et Rabbi Shimon qui a dit patour de maaser, il pourrait dire pour le loulav il est cachère. Ce sont deux sujets totalement différents qui se ressemblent mais qui ne sont pas identiques. Très bien. Et la Gemara dit Vetulomide. Vetulomide. C'est pas souvent qu'on retrouve une phrase pareille dans la Gemara. La Gemara dit ça y est, stop, arrête de débattre de ce sujet. On n'a pas besoin de développer davantage, tu as compris. Vetulomide. Ça veut dire aucun rapport entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon. Et maintenant, la Gemara va développer le sujet du tfous. On a vu dans la Braïta que si quelqu'un a pris un moule et il l'a mis dans l'étrog, qui était en train de bourgeonner sur l'arbre, et il a voulu lui donner une forme, pas cachère, parce qu'il lui a donné une forme de biria aheret. C'est quoi biria aheret? Une autre créature, bizarre. C'est pas du tout la forme classique du etrog, c'est une forme de, je sais pas moi, un oiseau ou une bête ou je ne sais quoi. Amarava lo shanuela kemin biria heret, val kebiriato kacher. Rava dit, quand est-ce qu'il n'est pas kacher? C'est seulement s'il lui a donné une autre forme. Mais s'il a conservé la forme authentique d'un etrog, tout va bien. La Gemara dit pshita, biria heret nan. Je comprends pas qu'est-ce que Rava, qui est un émora, vient rajouter sur la Braïta elle-même. La Braïta t'a dit que ce n'est pas cachère, que s'il lui a donné une forme d'une autre créature. Ça veut dire que si il a conservé la forme classique d'un etrog, c'est cachère. Alors pourquoi Rava vient rajouter une chose inutile? La tzricha de avida dapé dapé. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il lui a donné une forme, mais quand même un peu spéciale. Vous savez que, généralement, un etrog, il a des reliefs. Et il a des creux. Vous avez déjà vu un etrog qui est plissé? Ça veut dire qu'il y a des plisses. Ça veut dire, vous voyez qu'il gondole, il y a des reliefs, et ensuite vous avez des creux. Relief, creux. Lui, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça, mais alors super bien ordonné. Ça veut dire qu'il a pris un moule où il y avait à l'intérieur des reliefs et des creux, et il a mis le bourgeon, et finalement, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un etrog comme ça. Regardez comment il est plissé. C'est cachère. Pourquoi c'est cachère? Parce que les etrogim, ils ont en général des reliefs et des creux. C'est comme la roulette du Rehaim Shel Maim. C'est quoi Rehaim Shel Maim? Un moulin à eau, eh bien, il a comme ça des planches ou des baguettes tout autour de la roue. Ouais, ça veut dire qu'il est vraiment symétrique. Le bonhomme, il a fait en sorte que ce soit un etrog symétrique. Hein? Mais c'est pas une autre créature. Itmar etrog shenakvu achbarim amarav en zehadar eni
Vea Rabbi Hanina matbil be venafik be. Quel est le din d'un etrog qui a été rongé par des souris? Le bonhomme, il a mis le etrog dans le mahsan et dans son martef, il y avait là-bas des visiteurs, il y avait des souris et des rats. Ils lui ont rongé le etrog. Est-ce que le etrog, il est kasher? Rav va dire enze hadar, il n'est pas beau et donc il est pasoul. La Gemara dit Eini, pourquoi? Rabbi Hanina matbilbe venafikbe. On a entendu que Rabbi Hanina, il croquait, il mangeait une partie du etrog, c'est-à-dire il coupait un petit bout et il le faisait, il trempait. Matbil, enanu matbilim afilu paramahat. Il mettait dans le vinaigre ou dans une sauce et il mangeait le etrog. Tu vois que c'est kasher? La Gemara dit quoi? Rabbi Hanina, il faisait cela? Ou le Rabbi Hanina caché à matnitin? Comment Rabbi Hanina, il se permettait de manger un petit bout de etrog? Il faisait la mitzvah avec ce etrog. Mais dans la Mishnah, c'est écrit Nika vehaser kol shehu pasoul. S'il manque un petit bout de etrog, pas kasher. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Hanina? La Gemara répond Bish la mamatnitin le Rabbi Hanina la kashia. Ha biyom tov rishon. Kan biyom tov sheni, et la Rav kashia. Rabbi Hanina n'a pas fait ça le premier jour. Il a fait ça dès le deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième. On sait qu'il y a une différence fondamentale entre le premier jour de Sukkot et les autres jours. Le premier jour, c'est une mitzvah de la Torah. Ulkachtem lachem bayom arishon. Peri etz adar kapot emarim va'anaf etz avot ve'arve nahal usmartem fnei Hashem elokechem shivat yamim. Ça, c'est le premier jour. Les autres jours, il n'y a pas de mitzvah. C'est que dans le Beth Amikdash qu'il y avait une mitzvah, mais pas pour nous. Alors pourquoi nous, on prend le lulav? C'est comme Midei Rabbanan. Zecher la Mikdash. En souvenir du Beth Amikdash où on prenait le lulav pendant 7 jours. Alors nous aussi, on prend. Mais les Hachamim ont dit, bien que le premier jour, quand il est hasser, il n'est pas kasher. Quand il manque un petit bout, pas kasher. Mais les autres jours, on tolère. Puisque c'est nous qui avons institué le lulav les autres jours, alors on vous permet. Alors Rabbi Hanina dit permis, miam, miam, miam. Il mangeait un bon petit bout de etrog et après il faisait la mitzvah avec. Matbil be, venafik be. La Gemara dit, alors, question, pourquoi Rav a dit que un etrog rongé par des souris n'est pas kasher? Mais pourtant Rabbi Hanina, il coupait bien un morceau. Amar lecha Rav, quel rapport? Shane achbarim de maïsé. Quand tu vois un objet rongé par les souris, c'est moche, c'est laid. Nachon, c'est la raison pour laquelle, puisque c'est dégoûtant, voilà pourquoi il n'est pas kasher, parce qu'il n'est pas hadar. Alors, Rabotai, figurez-vous qu'il y a des poskim qui disent que s'il a coupé avec un couteau la morsure des souris, ce serait kasher. Ouais, on parle des autres jours. Hein? Tous les autres étroglyphes qu'on vient de voir, dont on a parlé, en dehors du premier jour, est-ce qu'ils sont autorisés? Alors, on avait vu ça le premier jour où on avait étudié l'Ulava Gazoul. Tosfot avait posé une question, il avait dit selon quels critères on décide qu'est-ce qui est indispensable comme condition les autres jours. Le premier jour, on connaît toutes les halachot. On a le psoul de Yavesh, de Gazoul, de Hadar. Il y a tellement de halachot, les kihatama, les kichalekol, echad ve'echad. Tellement de halachot. Les autres jours, il y a des halachot qui sont applicables, il y a des halachot qui ne sont pas applicables. Comment ça marche? Tosfot nous avait donné le principe. Il nous avait dit, Behemet, puisque les autres jours, c'est comme Midei Rabbanan, alors Hachamim ont été exigeants que par rapport à ce qui s'appelle Ikar mitzvah, et ils ont été tolérants par rapport à ce qui n'est que des détails de la mitzvah. Alors, pour certains détails, ils ont été tolérants. Entre autres, le Hasser. Hasser, il manque un petit bout. Le premier jour, pasoul. Les autres jours, c'est que Midei Rabbanan, kasher. Oui.
Exactement, exactement. Regardez le long Tosfot du Daf Lamed. Il cite tout ça. Maintenant, là où il y a une mahloket entre les Rishonim, Hadar, la Gemara a priori avait dit que le problème de Hadar, c'est pour les 7 jours. Il y a des Rishonim qui disent qu'en effet, les autres jours, ça pourrait être kasher. Pirashnot Gemara le Firashi a sauver chez Tzarich Hadar gam mish'ar yemot ha'chag. אבל ראשונים אחרים סוברים שכשם שחסר אינו פוסם בשאר ימים שמצוותם היא מדי רבנן כך הדר אינו פוסם בשאר ימים. C'est ce que pense le Rambam dans Ilchot Lulav, Ramban Nachmanide, le Shulchan Aruch. Alors maintenant, comment comprendre la Gemara Bekitsur? Vous avez compris le principe. Ika de Amre, deuxième version de ce sujet. Amarav Ze Hadar, de Rabbi Hanina Matbil Be Venafig Be. Selon une deuxième version, Rav a dit justement le contraire. Qu'un étrog, même s'il a été rongé par des souris, il est cachère pour le deuxième jour et troisième jour. La preuve, c'est que Rabbi Hanina, il allait couper un morceau du étrog et après il allait faire la mitzvah avec. Donc ça veut dire que Hasser n'est pas un problème. Alors la Gemara dit, ou le Rabbi Hanina kashia matnitin, comment Rabbi Hanina se permettait de couper un petit bout, la kashia kan biyom tov rishon, kan biyom tov sheni, comme on a répondu, premier jour interdit, les autres jours que c'est que midei rabanan, Hasser est permis, même s'il manque un petit bout, c'est caché. Nouveau sujet. Etrog katan. On avait vu dans la Mishnah une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Quel est le volume minimal d'un etrog? Selon Rabbi Meir, ka egoz, selon Rabbi Yehuda, ka betza. Comme le volume d'une noix, selon Rabbi Meir, comme le volume d'un œuf, selon Rabbi Yehuda. Amar Afram bar Papa, ke mahloket kan, kar mahloket be'avanim mekurzalot. Alors, Rafram bar Papa dit, c'est extraordinaire qu'on ait retrouvé exactement la même mahloket par rapport au volume entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, où Rabbi Meir va dire également ka egoz et Rabbi Yehuda va dire ka betza. Par rapport à quoi? Par rapport aux pierres qu'on appelle avanim mekurzalot. C'est quoi avanim mekurzalot? Rashi explique que ce sont des pierres que les gens utilisaient pour s'essuyer aux toilettes. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de papier hygiénique. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Les gens, ils allaient, les toilettes, il n'y avait même pas de toilettes à la maison. Il fallait sortir dans les champs et ensuite s'essuyer avec des pierres. Mais les pierres qu'on avait aux toilettes, elles étaient préparées comme des papiers hygiéniques. Comment? Mekurzalot. On les aiguisait pour qu'elles soient faciles à utiliser pour s'essuyer. Alors maintenant, Shabbat, Detanya be Shabbat, Shalosh avanim mekurzalot mutar leachnis lebet hakiseh. Vekama shi'uran Rabbi Meir omer ka egoz. Shabbat, on n'a pas le droit de transporter évidemment dans le Reshut Harabim. Ici, on est à l'intérieur des Arba Hamot d'une carmélite, du Bet hakiseh. Seulement, il y a un problème de Moukhtse, parce que les pierres, c'est Moukhtse. Alors, il dit, étant donné que ici, c'est Kvod Abiriot, pour le Kvod Abiriot, la dignité humaine, les Hachamim ont permis. Un Issour des Rabbanan, on a le droit de le transgresser pour Kvod Abiriot. Ou bien, c'est pas qu'on transgresse, c'est que les Hachamim eux-mêmes ont dit que dans une situation où on peut porter atteinte à la dignité humaine, on autorise les Issourim des Rabbanan. Alors, il n'y a pas le problème de Moukhtse. Alors maintenant, quel est le shi'ur pour dire que cette pierre, elle est apte pour l'essuyage? Mahloket. Il ne faut pas qu'elle soit trop grande. Si elle est trop grande, c'est pas fait pour. Elle est Moukhtse. Quand on autorise, c'est quand ça peut être utilisable. Et quand est-ce que c'est utilisable? D'après Rabbi Meir, ka egoz. D'après Rabbi Yehuda, ka betza. D'après Rabbi Meir, il faut que la pierre, elle soit pas plus grande que le volume d'une noix. Et Rabbi Yehuda dit, il ne faut pas que la pierre soit
supérieur au volume d'un œuf. Aïe, 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 Ubagadol. On avait vu dans la Mishnah que le Etrog, il a un shi'ur minimal, mais il a aussi un shi'ur maximal. Vous vous rappelez? Quel était le shi'ur maximal? D'après Rabbi Yehuda, il faut pouvoir tenir 2 etrogim dans une seule main, mais d'après Rabbi Yossi, même si tu dois prendre, même s'il faut les 2 mains pour tenir le etrog, il est grand comme une pastèque, c'est kasher. Tanya, Amar Rabbi Yossi, Maaseh Rabbi Akiva, Sheba le Bet HaKnesset, Vetrogo al Ketefo. Un jour, Rabbi Akiva est arrivé à la synagogue avec un etrog sur l'épaule. Il était grand comme une pastèque, il fallait, on ne pouvait pas le prendre comme ça, il fallait mettre dessus. Alors Rabbi Yossi dit à Rabbi Yehuda, pourquoi tu dis pas kasher? Mais pourtant Rabbi Akiva, il est arrivé avec un gros etrog sur l'épaule. Amarlo Rabbi Yehuda, Mishamre Aya, Afem Amrouloen, Zéhadar. Qu'est-ce que tu m'amènes une preuve de cette histoire? Mais regarde la suite de l'histoire. Là-bas, les Hachamim, ils ont dit à Rabbi Akiva, quand il est arrivé avec un etrog grand comme une pastèque, ils lui ont dit, mais c'est pas kasher ça. C'est pas hadar, ce n'est pas beau. C'est pas beau. Comme trop petit, c'est pas beau, trop grand, c'est pas beau non plus. Ça veut dire que il faut un juste milieu. Il y a ce qu'on appelle l'équilibre. Il y a un équilibre. Il y a une harmonie. Il y a une homogénéité. Mais là, c'est d'extrême. Trop grand. Pas beau. On n'a pas dit le contraire, Rabbi Chia. Pourquoi c'est-à-dire que, en effet, on a dit que il faut avoir 2 dans une main. Si on a une grande main et qu'on peut mettre les 2, il n'y a pas de problème. Si la pastèque rentre dans sa grande main. Nouvelle Mishnah. Enogdim et alulav ela bemino. Divrei Rabbi Yehuda. Vous savez que il faut attacher les 3 espèces et faire un bouquet. Quand on fait un bouquet, il faut prendre quoi comme fil? D'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas utiliser n'importe quel matériau. Il faut d'Afka que ce soit du mine du lulav, un mine de hadas, un mine de haraba. Il faut que ce soit memino. Enogdim et alulav et la bemino, dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer afilu vechut bemshicha. Rabbi Meir dit ce n'est pas vrai. On peut attacher les arba minim même avec un fil de lin. Bechut bemshicha. Amar Rabbi Meir, quelle est la preuve que cite Rabbi Meir? Maaseh be'anshe Yerushalayim shayu ogdim et lulavehem begimoniot shel zahav. Les habitants de Jérusalem avaient l'habitude de prendre des fils en or qui étaient recourbés et avec ces clips en or, ils attachaient leur lulav. Amrulo bemino ayu ogdim oto milemata. Ils ont dit à Rabbi Meir, ça ce n'est pas une preuve. Parce que d'abord, ils attachaient les shalosh minim avec bemino, et ensuite ils rajoutaient pour embellir les gimoniot shel zahav. Mais ils n'ont pas utilisé ça pour attacher. Il y avait d'abord une attache bemino. Gemara. Amarava afilu besiv afilu be'ikara dedikla. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si on n'a pas attaché l'herba minime avec mamash, le mine du lulav, du hadas, de harava? On a pris par exemple à la racine des palmiers, il y a des lianes. Il y a des lianes. Comme ça, des fils. Ou bien, il a carrément épluché le palmier, il a pris l'écorce du tronc de palmier. Ikara dedikla. Eh bien, Rava dit que ça s'appelle bémino. On peut utiliser un matériau de l'arbre du palmier. C'est pas obligé que ce soit une feuille de lulav. Vea marava maitama de Rabbi Yehuda. Kasavar lulav tzarich eged. Vei maite mina harina hava
Hamisha Mine. Eze Yofi. Rava va dire un hidouche extraordinaire, très très beau. Il explique quelle est la raison de la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda exige que la tâche se fasse bemino. Et Rabbi Meir dit afilou shelo bemino. Quel est l'objet de leur débat? L'objet de leur mahloket est la suivante. C'est que Rabbi Yehuda leshitato. Rabbi Yehuda, il est fidèle à sa propre opinion. Laquelle? Lulav, tsarir, eged. On avait déjà appris par la Gzera Shava, ou le kartem, lekiha, comme la lekiha du Korban Pesach en Mitzraïm. Il fallait que ce soit un bouquet, ou le kartem agoudat, ezov ou dvaltem badda bachar batsav. Comme là-bas il fallait agouda, même pour les arba minim, il faut que ce soit be agouda ahad. Alors, puisque l'oulav tsarich eged, le loulav il a besoin d'une attache obligatoirement. Si tu rajoutes une autre espèce qui n'est pas loulav hadas arava, c'est baltosif. Tu es en train de rajouter une autre espèce qui ne figure pas dans la Torah, baltosif. Car le nœud fait partie du bouquet. Parce que c'est une mitzvah. Puisque c'est une mitzvah, donc tu es en train de faire la mitzvah avec une autre espèce. Mais Rabbi Meir qui dit Lulav lo tzarich eged. Lulav lo tzarich eged. Ma pitom. Et puisque Lulav lo tzarich eged, alors c'est stam, ça ne fait pas partie de la mitzvah, c'est stam pour tenir. Tu as envie d'enjoliver. Comme on avait dit, que d'après tout le monde, ça embellit quand c'est un bouquet. Donc c'est pas un helek de la mitzvah. Si c'est pas un helek de la mitzvah, il n'y a pas de baltosif. On peut prendre n'importe quel matériau. Ve'amar Ravamina minala desi ve'ikara dedikla mina delulavahu. Detanya basukot teshvu. Suka shel kol davar. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, suka noeget, en suka noeget ela be'arba'a minim shebalulav. Ve'hadin noten, umalulav shen noeg balelot kibayamim. Eno noeg ela be'arba'a minim. Suka shen noeget balelot kibayamim. Eno din shelote ela be'arba'a minim. Rava nous dit, moi je m'appuie sur la braïta suivante. Mais d'abord il nous cite une longue braïta. De quoi elle parle? Elle parle d'un débat qui a eu lieu encore entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, à savoir quelle est la nature du skar. De quoi doit être-il fait? Pour Rabbi Meir, le skar il peut être fait avec n'importe quel végétal. Juste, il ne faut pas qu'il soit mekabel tum'a. Mais tu prends du bois de n'importe quelle plante, n'importe quel arbre, tu prendrais des plantes de n'importe, tout va bien. Ça c'est pour la souka, le skar. Rabbi Yehuda dit, le skar il doit être exactement comme l'herba minime. Tu ne peux mettre sur le toit de la souka comme skar que ce qui est cachère pour l'herba minime. Soit des feuilles de palmier, soit des feuilles de hadas, soit de harava, soit de l'arbre du hétrog. Mais tu ne peux pas prendre d'autres. Et d'où il apprend ça? Par Kalva Homer. Parce qu'il dit, la mitzvah de Souka, c'est jour et nuit. Pendant 7 jours et nuit. La mitzvah de Lulav, c'est qu'en journée, pas la nuit. Alors il dit, si déjà pour une mitzvah qui s'applique qu'en journée, la Torah exige ces 4 espèces, à plus forte raison pour une mitzvah qui s'applique jour et nuit, qu'il faut ces 4 espèces. Alors les Chachamim lui ont dit, Rabbi Yehuda, comment tu fais un Kalva Homer pareil? C'est très grave. Tu exiges du peuple juif de chercher pour la souka que les arba'a minim. Et alors maintenant, s'il n'a pas trouvé, il ne pourra pas faire la souka. Amroulo koldin she'ataddan tchilato le'achmir ve'sofo le'akel. Enodin. Ils lui ont dit, chaque Kalva Homer, chaque raisonnement qui au début a pour objectif d'être mahmir, mais qui finalement va entraîner une kula, ce n'est pas un bon Kalva Homer. Comme ici, tu exiges par le Kalva Homer d'Afka Arba Minim et pas autre chose,
mais ce sont des matières qui sont peu nombreuses. Qui est-ce qui va skariser sa souka qu'avec des branches de hadas? Quoi, tu en as tellement? De harava. C'est pas évident si tu vas exiger ça pour tout le peuple juif. Alors, l'omatzar ba'aminim ye yoshev u batel, ve'atorah amra basukot eshvu shiv'at yamim, souka shel kol davar. La Torah te dit, basukot eshvu, elle n'a pas dit avec quoi? Elle t'a pas dit avec quoi? Donc n'importe quel végétal est cachère. Toi maintenant tu exiges d'afka les arba minim, et s'ils ne trouvent pas, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va dire comme ça. Hachamim rajoute, ils enfoncent le clou. Vechen be'ezra ou omer, tseuar va'aviu ale zaïd va'ale etz shemen, va'ale hadas va'ale temarim, va'ale etz avot, la'asot sukot kakatuv. Qu'est-ce que ça veut dire? On retrouve, à propos de l'époque du deuxième Beth Amikdash, qui avait été reconstruit par Ezra Sofer, il a dit aux Juifs qui sont arrivés en Israël, allez, on va célébrer la fête de Sukkot. Allez-y chercher toutes sortes de bois pour la Souka. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, allez-y chercher dans les montagnes, Alézaït, des bois d'olivier, Alé Etz Shemen, des branches de Shemen à Farsemon, c'est un très bon Shemen. Des Alé Hadas, de myrte, des Alé Temarim, des branches de palmier, des Alé Etz Avot, c'est comme le Hadas, seulement c'est du Hadas choté. Ça veut dire où ils ne sont pas sur la même ligne, les trois feuilles. Là, Sot Sukkot Kakatouv, pour faire des Sukkot, comme il est écrit dans la Torah. Donc tu vois que on leur a permis même Etzaït, même des oliviers, pas uniquement Arba Aminim. Mais Rabbi Yehuda Savar, Rabbi Yehuda, comment il a répondu à cette question? Comment il va faire avec ce pasouk? Il va dire Hane litfanot, Ale hadas ve'ale tmarim ve'ale ezavot diskar. Il leur a dit les premiers, comme par exemple les bois d'olivier, c'est pour fabriquer les murs de la souka. Mais pour le toit de la souka, il faut obligatoirement ce qui est écrit à la fin du pasouk, hadas tmarim, les palmiers, le lulav, et etz avot, le hadas. C'est-à-dire, on avait dit hadas choté, même s'il n'est pas sur la même ligne. Et ok, donc nous voyons que d'après Rabbi Yehuda, on ne peut skariser la souka qu'avec du bois des 4 espèces. Utnan. Et nous avons appris déjà plus haut dans le Daf Yudalet que d'après Rabbi Yehuda, Mesakechin ban nesarim divrei Rabbi Yehuda alma asi ve'ikara de dikla mina de lulavahu. Et on voit que Rabbi Yehuda dans le Daf Yudalet avait dit qu'on pouvait skariser la souka avec des planches. C'est quoi des planches? Nesarim, des planches. Mais les planches, c'est du tronc d'arbre. Vous entendez les tzadikim? Les planches, c'est pas des palmes, ce ne sont pas des branches de palmier. C'est carrément le tronc d'arbre que tu as fabriqué en planche. Et pourtant, Rabbi Yehuda avait dit que c'est cachère. Alors quoi, il va se contredire? D'une part, il a dit que les planches, c'est cachère. Et d'autre part, il a dit qu'il faut d'Afka un scar de Arba Minim. Comment tu peux comprendre? La réponse, c'est que tu prends le tronc de palmier et tu le coupes. Tu prends le tronc de hétrog et tu le coupes. Mashma, que quand on a dit que c'est cachère avec le tronc, c'est pas problématique. Alors même pour le attacher le bouquet de lulav, hadas, harava, bémino, c'est quoi bémino? Pas obligé que ce soit des feuilles de lulav. Même les lianes qui poussent aux racines, même l'écorce autour du tronc de palmier, même ça, c'est kasher. Shma mina, shma mina. En effet, de là, on a fait une bonne déduction et Rava enfonce le clou de cette halakha.